Bonjour à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire, donc, qui est destiné à un public qu'on a identifié, qui sont les centres de formation pour les apprentis. Et donc, dans ce cadre, c'est ici le Handipact du FIPHFP. Et nous avons le plaisir, en fait, d'organiser ce webinaire en partenariat, du coup, avec des collaborateurs de la GFIP. Donc le contexte en fait pourquoi on l'a organisé, c'est que voilà, on a tous des ambitions par rapport à la promotion de l'apprentissage pour l'insertion des personnes en situation de handicap, des ambitions communes entre la GFIP et le FIPHFP. Et donc j'ai le plaisir en fait d'accueillir dans ce webinaire Audrey et Florence qui ont travaillé en fait sur cette présentation avec nous. Et donc je leur cède la parole de manière à ce qu'elles puissent vous dire bonjour. Voilà. Bonjour, je suis Florence Gransagne, chargée d'études et de développement à la GFIP. Bonjour, je suis Audrey Darol, chargée d'études et développement également à la GFIP. Et nous sommes, Florence et moi, en charge de la mise en place de la ressource handicap formation qu'on va vous présenter un peu plus tard dans ce webinaire. Merci Florence, merci Audrey. Donc rapidement en fait, donc la présentation se fera en 4 temps. D'abord plutôt quelque chose d'assez général qui rappellera le cadre réglementaire, légal, que vous connaissez sans doute assez bien. Et puis par contre, on va faire un focus sur les principales étapes de l'accueil d'un apprenti en situation de handicap, qui sont, comme vous le savez, en fait des étapes primordiales en fait pour la réussite de la formation de la personne. Et puis ensuite, on va avoir un rappel sur la démarche générale aussi d'accessibilité universelle, qui est promue par la GFIP et le FIPHFP, avec en fond, on fait aussi la norme Calliope. Et puis en dernière partie, qui me semble d'ailleurs, je pense, qui sera riche en fait de questionnements, ça sera en fait l'utilisation en fait d'un cas d'école, d'un persona, où là justement on essaiera étape par étape en fait d'illustrer concrètement les questionnements et les réponses qu'on peut apporter à l'accueil d'une personne en situation de handicap en formation dans un centre de formation. Voilà, donc je cède la parole du coup à Céline qui va nous rappeler quelques éléments techniques pour le déroulé de ce webinaire. Donc bonjour à tous, Céline Demello. J'interviens dans le cadre de la coordination du Handipact Bourgogne-Franche-Comté. J'ai participé effectivement à la préparation de ce webinaire. Lors des échanges, n'hésitez pas à utiliser le module Vos messages, vos questions, à alimenter, à échanger entre vous, à donner des bonnes pratiques. C'est l'animation du réseau aussi qui se joue actuellement. Ensuite, si vous avez des problèmes de son, vous avez en bas de votre écran un numéro de téléphone sur lequel voilà, vous pouvez les contacter avec un code d'accès. En général, les problématiques de son sont très vite réglées si vous suivez par téléphone. Et donc, nous allons commencer la présentation avec Florence qui va venir nous expliquer comment les employeurs, enfin les CFA, pardon, vont pouvoir utiliser la réglementation et la législation pour mettre en œuvre effectivement un accueil d'apprentis en situation de handicap. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, on commence par rappeler le cadre d'intervention au niveau des obligations légales. Alors du coup, les enjeux. Premier texte fondateur, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, qui, pour la première fois, pose une définition précise du handicap et, au-delà de la définition du handicap, introduit une notion fondamentale qui est la situation de handicap. Effectivement, le handicap est directement lié à un contexte et il est défini comme la résultante entre la situation d'une personne et un environnement donné. Alors, on peut prendre pour exemple un boulanger allergique à la farine qui se retrouve en situation de handicap du fait d'un environnement donné. Et il ne serait pas forcément en situation de handicap dans une autre situation professionnelle. La loi de 2005 introduit 3 notions fondamentales, la notion de non-discrimination, de compensation et d'accessibilité. Donc on a pour habitude de retrouver cette illustration pour illustrer ces 3 notions clés de la loi de 2005.
Le principe général, c'est que notre société doit s'organiser pour que les personnes handicapées accèdent aux mêmes droits que tous les autres citoyens et les mêmes chances de réussite. Du coup, dans la situation, en fait, ce sont des personnes qui assistent à un événement sportif. Dans la vignette, la première vignette, chacun est traité avec égalité et bénéficie du même support, mais on voit bien que cela peut contribuer à des situations de discrimination. La personne de petite taille ne peut pas profiter du spectacle. Dans la deuxième situation, chacun bénéficie d'un support adapté. Et donc là, c'est la notion de compensation. La loi de 2005 introduit cette notion fondamentale de droit individuel à la compensation. On s'attache à la situation des personnes. Dans la troisième situation, aucun support n'est nécessaire parce qu'on a agi sur l'environnement, on a supprimé la barricade, on a mis un grillage, et de fait, là, on est dans une situation d'accessibilité généralisée. Aucun support n'est nécessaire, et on voit bien qu'en agissant sur ce levier de l'accessibilité, c'est bien là où on aura une société plus inclusive. Voilà. Voilà pour ces trois notions de la loi de 2005. Autre texte fondateur, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui a été signée en 2007 et qui introduit la notion d'aménagement raisonnable. Tout refus d'aménagement raisonnable constitue une forme de discrimination et cette raisonnabilité va s'apprécier après avoir évalué un certain nombre de critères, le coût, l'impact sur l'organisation de la formation, la fréquence et la durée d'utilisation, l'impact sur l'environnement et les autres stagiaires, et l'absence de solutions alternatives. Et puis, elle va s'apprécier également à 3 niveaux, au niveau bien évidemment de la personne concernée, du collectif de travail et de la structure. Alors, pour avoir davantage de précision sur cette notion d'aménagement raisonnable, le défenseur des droits a publié un guide que vous pouvez retrouver en ligne et qu'on vous a mis dans les outils, voilà, qui précise cette notion d'aménagement raisonnable. Ensuite, nous avons des textes qui visent plus spécifiquement les organismes de formation. Ce sont 2 décrets d'application pris suite à la loi de 2005. Le premier décret du 9 janvier 2006, en fait, il définit les principes de non-discrimination et d'accessibilité à la formation. Donc, il reprend donc les notions générales évoquées par la loi de 2005. Du coup, les organismes de formation doivent tenir compte des contraintes des personnes handicapées en adaptant les formations à différents niveaux, donc en termes de rythme, de modalités pédagogiques, en termes de modalités d'évaluation, d'aménagement de l'environnement et d'adaptation de la structure d'accueil. Donc on verra à travers l'exemple qu'on fera en fin d'intervention, voilà, on aura de nombreux exemples d'aménagement et d'adaptation des formations. Le deuxième décret, en fait, c'est le décret du 17 mai 2006 qui concerne l'accessibilité généralisée aux personnes handicapées. Donc là, on est sur le périmètre, c'est le bâti. Et du coup, en formation, mais du coup, ce sera l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'organisme de formation pour permettre aux stagiaires en formation de pouvoir accéder librement et de profiter pleinement de l'action de formation. Dernier texte fondateur et qui rappelle le cadre des obligations légales,
est un peu plus récent. Donc c'est la loi du 5 septembre 2018 et le décret d'application qui en découle du 6 juin 2019. Donc cette loi et ce décret posent en fait les nouvelles attentes des organismes de formation en matière de qualité, prévoient une labellisation unique avec une certification dénommée Calliope. La certification repose sur 7 critères qualité, 32 critères d'appréciation. Et donc la nouveauté, c'est que suite à la crise sanitaire, l'obligation a été reportée d'1 an et du coup elle est reportée au 1er janvier 2022. Voilà pour le cadre général et le rappel des obligations légales et réglementaires. Merci Florence pour cette intervention. Maintenant, nous allons voir avec Audrey effectivement les points clés pour réussir l'accueil d'apprentis en situation de handicap dans les organismes de formation. Alors effectivement, l'idée c'est de reprendre avec vous sur cette partie toutes les étapes clés pour pouvoir réussir l'accueil d'un apprenti en situation de handicap et voir un petit peu le parcours. Alors ces différentes étapes, elles sont vraiment reprises en fin de webinaire avec l'illustration. Donc là, c'est vraiment pour vous donner des éléments méthodologiques, comment concrètement s'y prendre demain pour cet accueil des apprentis en situation de handicap. Donc effectivement, on a identifié plusieurs points clés et plusieurs moments clés qu'on va vous détailler par la suite. Donc la première chose, c'est d'identifier les pratiques existantes. Ensuite, c'est d'identifier les apprentis en situation de handicap. Après, c'est d'identifier les besoins individuels de chaque apprenti en situation de handicap identifié. Si besoin, d'accompagner l'apprenti sur la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça aussi, on va détailler, on va revoir un petit peu avec vous. Et la dernière étape, c'est effectivement d'identifier, puis de mettre en œuvre tous ces moyens de compensation. Donc, on va prendre point par point ces 5 étapes pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui se passe concrètement à chaque fois et comment on fait. Alors effectivement, la première chose quand même qui est importante, c'est d'identifier l'existant et surtout les pratiques internes. Donc là, vous allez voir, il y a une petite question qui apparaît. Pour faire le point, je pense que vous avez tous eu à accueillir des apprentis en situation de handicap. Donc là, on vous a lancé une petite question pour voir un petit peu quelles étaient vos pratiques et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre lorsque vous avez été confronté à cette situation comme mesure et comme pratique. Donc là, on voit qu'effectivement, vous avez mis en œuvre des pratiques. Donc là, on a les résultats un petit peu en direct. On voit que majoritairement, c'est du soutien pédagogique sur les enseignements généraux qui font partie des mesures à mettre en place et du champ des possibles pour toutes ces situations. Donc là, on voit, vous êtes en train de répondre massivement. Ça confirme qu'effectivement, il y a des pratiques existantes. Et l'important, c'est de pouvoir les recenser pour pouvoir après les dupliquer, les enrichir. Mais la première étape, c'est bien de les recenser. Et de les recenser à votre niveau, le niveau du référent handicap, mais aussi en associant l'ensemble de l'équipe pédagogique. Parce que peut-être que vous avez un enseignant qui fait des choses un petit peu de manière individuelle et donc qui ne pense pas forcément à vous indiquer qu'il met en place ces pratiques. Donc là, effectivement, on a les résultats. On voit que principalement, c'est le soutien pédagogique sur les enseignements généraux qui est mis en place. Bon, après, je pense que la réalité, c'est que vous accompagnez beaucoup de jeunes 10, notamment, en situation de handicap. Et donc, ce soutien pédagogique est très important. On voit aussi, et ça c'est important, mais je pense que ce sera complété en fin de webinaire, un travail en partenariat avec les acteurs de la santé. Oui, et on va le voir plus loin, il n'y a pas que les acteurs de la santé, il y a les acteurs aussi du médico-social et il y a tous les acteurs qui accompagnent le jeune. Et ça, on voit que majoritairement, c'est des choses que vous mettez en place. On voit aussi la mise en place d'accompagnement renforcé qui rentre tout à fait dans le cadre des missions du référent handicap. Et ça aussi, majoritairement, vous nous indiquez que c'est des choses que vous mettez en place.
tout comme du soutien pédagogique sur les matières techniques. Voilà, il y a plein d'autres choses manifestement que vous mettez en place. Et en tout cas, quand on vous questionne, on voit que vraiment il n'y a pas de souci. Vous réagissez et vous pensez spontanément à certaines pratiques. Donc vraiment, la première étape, et c'est vrai que c'est important, c'est d'identifier l'ensemble de ces pratiques. Alors on l'a vu, il y a différents types de pratiques que vous mettez en place. Il y a les aménagements organisationnels, vous nous l'avez dit, ces fameuses heures de soutien pédagogique. Il peut y avoir des choses différentes aussi, comme la mise en place d'un binôme au sein des classes, un binôme avec l'apprenti en situation de handicap. Il y a aussi effectivement les aménagements techniques. Alors vous nous l'avez dit un petit peu, il y a aussi du soutien pédagogique sur les matières techniques, mais il y a aussi les aménagements techniques. Avec la période de confinement qu'on vient de vivre, vous avez certainement utilisé plus que d'habitude votre plateforme numérique. Donc c'est l'occasion aussi de dire, de passer un peu plus à l'utilisation des vidéos, à l'outil informatique, à la systématisation de la mise en ligne des supports pédagogiques sur ces espaces, des espaces de classe dédiés, des locaux aussi aménagés de manière peut-être différente ou spécifique, mais également des aménagements pédagogiques. Alors là, on est plus sur les supports et la manière dont vous travaillez vos supports pédagogiques, mais aussi la transmission des cours avant les séances. Là aussi, l'utilisation des plateformes numériques peut être un véritable outil pour vous, avec cette mise en ligne en amont des cours pour des jeunes en situation de handicap qui peuvent aller les chercher, les télécharger avant la séance, tout simplement. Alors voilà pour ce point 1 et donc l'identification des pratiques existantes. Mais le point 2, c'est effectivement repérer, toujours dans cette démarche d'anticipation, les apprentis en situation de handicap. Alors, on sait bien que tous, ils ne se signalent pas à vous de manière spontanée, ils ne viennent pas vous voir, et même si vous affichez que vous avez un référent handicap, ils ne pensent pas forcément à venir vous voir et à vous dire, voilà, je suis en situation de handicap, et en plus, j'ai une RQTH à jour. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu avec vous comment, dans vos processus, vous pouvez, en amont aussi de l'inscription, identifier les jeunes qui sont en situation de handicap ou pour lesquels, on va le voir, une démarche de RQTH serait pertinente. Donc, c'est important que vous puissiez identifier les points clés. Alors, certes, quand il y a une RQTH, quand il y a une allocation spécifique, vous le savez, ils répondent à la question, très bien. Mais dans vos dossiers d'inscription, dans les éléments papier et administratifs que vous recevez en amont même de l'inscription officielle, il peut y avoir quelques indices aussi. La scolarisation antérieure, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit questionné de manière systématique, parce que ça va vraiment vous donner un indice sur ça. Et puis on va le voir plus tard, ça va vous donner aussi des éléments de réponse en questionnant les interlocuteurs précédents. Donc voilà, il y a tout ça. Alors s'il y a un CV avec des trous, des décalages, des ruptures, vous allez aussi pouvoir identifier ces points-là. Aussi l'analyse du parcours et puis dans la rencontre aussi avec le jeune, tout ce qui va pouvoir vous relater sur son parcours antérieur avec des difficultés qui peut-être associent pas spontanément à une situation de handicap, mais qu'il faudra peut-être re-questionner avec ce prisme-là. Tous ces éléments-là vont être autant d'indices qui, avant même l'inscription, j'insiste, vont vraiment vous amener un point d'attention particulier avec ce jeune en disant il y a peut-être une situation de handicap, il y a peut-être des aménagements à mettre en place, je ne vais pas attendre que le problème arrive en situation pédagogique pour le questionner et pour mettre en place les choses. Donc voilà, là vous avez quelques petits indices sur ça et c'est vraiment ces indicateurs qui vont permettre d'avancer sur ce sujet-là. Alors, une fois qu'on a identifié un jeune en situation de handicap administratif ou potentiellement on va avoir une situation de handicap, l'idée, c'est de manière individuelle d'identifier ses besoins. Alors, quand on parle d'apprenti, il y a toujours les deux composantes. Il y a le CFA et il y a l'entreprise. Parce qu'il peut y avoir des besoins spécifiques dans les deux, mais pas forcément. Ça peut être que dans l'une ou l'autre des situations. Donc en CFA, on sait qu'effectivement, il va falloir questionner l'adaptation pédagogique, le rythme, la durée, tout ce qui va être soutien.
En entreprise, on va plus être sur les tâches de travail, l'organisation globale que met en place l'entreprise pour l'accueillir, les aménagements techniques. Et donc là, il va falloir aussi faire du lien. Alors, on vous a mis en téléchargement une petite fiche outil qui est vraiment destinée pour les aménagements en CFA. Voilà, c'est vraiment une fiche outil pour le référent handicap qui va vous amener à questionner un petit peu et à pouvoir identifier ses besoins. On reviendra aussi tout à l'heure lors de la présentation de la ressource handicap formation, la RHF. On vous indiquera un petit peu dans quel cadre ce service peut vous aider à cette étape-là pour identifier les besoins spécifiques en centre de formation, donc pour le CFA. Donc je répète, il y a plusieurs types de réponses qui sont possibles. On a des adaptations du rythme, des temps de formation, des adaptations des modalités pédagogiques, des contenus, mais ça, on a vu que ça fait aussi partie de vos pratiques. Des aménagements de l'environnement. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de l'espace de classe aussi, ça peut faire partie des aménagements qui sont mis en place. Et l'adaptation de l'organisation de la structure accueillante. Donc là, que ce soit le CFA ou que ce soit l'entreprise d'accueil. On vous a mis un petit point parce que effectivement, les aménagements que vous allez pouvoir faire, vous, au sein du centre de formation, vous allez définir tout seul ce qui peut être mis en place et en fonction des pratiques dans l'échange. Par contre, pour tout ce qui est en entreprise, il peut y avoir nécessité d'avoir recours au médecin du travail, et notamment pour tout ce qui est contrat qui relève du FIP, avec la mise en place du télétravail, la durée du travail, les aménagements techniques matériels qui nécessitent qu'il y ait un travail conjoint mené avec le médecin du travail ou la médecine de prévention. Alors, il y a un autre point qu'il est important d'anticiper dès l'accueil des apprentis et dès l'identification de la situation du handicap, c'est l'aménagement des examens. Une personne handicapée, elle peut bénéficier d'aménagement d'examen. La demande, elle est à effectuer et elle est portée par l'apprenti et sa famille, mais elle doit être faite de manière le plus précoce possible. Une fois que votre dossier est ouvert et qu'un aménagement est prévu, même si finalement le diplôme, le passage d'examen est prévu dans 24 mois, c'est important de le faire dès le début. Déjà, ça vous permettra de préparer aussi l'apprenti à ses aménagements le jour de l'examen, mais aussi de ne pas avoir à traiter ça dans l'urgence. Donc ça, effectivement, ça se fait conjointement avec l'apprenti, la famille, le CFA. Dans la version téléchargeable de ce PowerPoint, on vous a remis aussi les coordonnées des interlocuteurs pour chaque demande d'aménagement d'examen. Parce qu'en fonction des certificateurs, finalement, il n'y a pas le même interlocuteur. Donc, on vous a mis ça. En plus, et de l'Éducation nationale, en Bourgogne-Franche-Comté, on a 2 rectorats. On a le rectorat de Besançon et le rectorat de Dijon. Donc, ce sont des interlocuteurs différents. On vous a mis tous les liens dans le PowerPoint que vous avez téléchargé, qui est plus complet que celui que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a identifié que potentiellement on avait un apprenti en situation de handicap, c'est peut-être pas pour ça qu'il y aura une reconnaissance administrative par rapport à ça. Donc justement, on a prévu de vous questionner par rapport à ça. Dans les situations que vous rencontrez, effectivement, l'apprenti, est-ce qu'il a une reconnaissance? Est-ce qu'il a une reconnaissance en bonne et due forme, secteur enfant, ou est-ce que finalement il arrive sans avoir connaissance d'un dossier RQTH et sans avoir eu de dossier en cours? Donc voilà. Et petite question complémentaire. Est-ce que pour vous, il est difficile d'amener l'apprenti sur cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Donc là, vous êtes en train de répondre. On voit que majoritairement, il n'y a aucune reconnaissance quand vous identifiez des situations de handicap auprès de vos apprentis. On voit que c'est pas la majorité qui a une RQTH, c'est-à-dire une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qu'une partie a une reconnaissance secteur enfant et que c'est difficile majoritairement de les amener sur la RQTH.
Mm. Donc on voit que pour vous, c'est une réalité, cette difficulté-là. Enfin, je vois en même temps les résultats qui bougent et vous êtes les 3/4 à nous dire quand même qu'il y a des apprentis que vous identifiez en situation de handicap, mais qui n'ont aucune reconnaissance antérieure, donc pas de secteur enfant, pas de secteur adulte. Et majoritairement, à 52%, vous nous indiquez également que pour vous, il est difficile d'amener les jeunes sur une démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. En fait, oui, à plus de presque à 80%, vous nous dites que c'est difficile, voire très difficile en fait. Donc effectivement, d'où l'idée de se dire qu'il faut entamer la démarche. Mais d'où l'idée de faire ce travail d'anticipation pour repérer, parce que certainement que c'est amener les jeunes à... faut pas oublier que quand on parle d'apprentis, on parle souvent de jeunes de 15, 16 ans. Donc leur demander d'entamer une démarche de reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, on va plutôt être sur un processus, on va les amener vers une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Ça va pas être quelque chose qui va se résoudre lors d'un entretien d'1 heure. Il faut aussi que ça chemine, d'où l'idée vraiment d'intervenir précocement, c'est toujours ça. Mais c'est important parce que pour pouvoir bénéficier des aides financières, on verra un petit peu par la suite toutes les nouveautés parce qu'il y a beaucoup d'actualités dans ce cadre-là. Eh bien, une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, est nécessaire. Une reconnaissance, une orientation du secteur enfant n'est pas suffisante. Et il ne faut vraiment pas oublier qu'un apprenti, ce n'est pas un stagiaire de la formation professionnelle, c'est un salarié. Il a un contrat de travail. Donc voilà, d'où l'idée de vraiment l'amener à cette reconnaissance et à cheminer pour pouvoir y aller. Alors après, effectivement, vous nous avez dit que c'était difficile d'aller un petit peu sur cette voie-là. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui s'apprend. Et en tout cas, nous, on note que vous avez besoin d'être accompagné parce que vous nous dites que vous êtes en difficulté par rapport à cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais c'est important parce que, je le répète, un apprenti, c'est un salarié. Ce n'est pas un stagiaire de la formation professionnelle et ce n'est plus un scolaire. Alors maintenant qu'on a identifié les situations de handicap, qu'on a fait le point sur le parcours antérieur, l'idée c'est d'identifier les moyens existants pour répondre aux besoins. On a vu, on vous a transmis et en élément téléchargeable, vous avez une grille pour identifier les besoins individuels de chaque apprenti. Mais finalement, le référent handicap en CFA, il est finalement au milieu d'un écosystème et il a à interagir et à faire, à mettre en place un certain nombre de missions qui sont diverses et variées. Alors là, pareil, en téléchargement, on vous a mis la fiche de poste du référent handicap, alors qui est vraiment modulable et qui est amendable en fonction des situations de chaque établissement, mais qui au moins donne un cadre sur les missions qui sont portées aujourd'hui dans le cadre de la loi par le référent handicap en CFA. L'idée, effectivement, c'est d'accompagner et piloter la mise en œuvre d'une démarche de développement de l'accessibilité des formations, d'être aussi en appui à l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure, effectivement, une situation de handicap, ça peut amener des aménagements en CFA, mais aussi en entreprise, avec notamment toute la partie sensibilisation et information à l'employeur, parce que des fois... l'employeur peut avoir des pratiques qui ne sont pas les bonnes, mais plus par manque de connaissance de la situation. Coordonner aussi les acteurs internes et externes du CFA, parce qu'effectivement, il y a l'entreprise et il y a le CFA. Il faut que tout ça s'articule et parle d'une même voix quand on parle de handicap. Mais également, à l'intérieur du CFA, évidemment, il y a les équipes pédagogiques, il y a les référents de scolarité, il y a les formateurs, il peut y avoir la MDPH parce qu'il y a un dossier en cours, on va le voir, il y a la ressource handicap formation aussi, et il y a les acteurs du champ médico-social, on l'a vu également, vous nous l'avez dit, ça fait partie des ressources aussi et des aménagements que vous mettez en place, tout ce qui est médical, information, sensibilisation sur le handicap, mais aussi
en interne, l'équipe pédagogique, sur les situations aussi de chaque jeune. On l'a vu, le repérage, l'accompagnement des apprentis en situation de handicap, la sécurisation du parcours de formation qui fait aussi intégralement partie des rôles et des missions du référent handicap, avec tout ce qu'on vient de voir, hein, finalement, l'identification des besoins, l'identification des pratiques et la coordination de tous ces acteurs. Alors, on va un petit peu enchaîner, puis après on prendra un petit temps de pause, notamment parce qu'il y a des questions, je pense. Alors effectivement, l'idée aussi, c'est d'identifier les moyens existants pour répondre aux besoins. Vous nous l'avez dit, parfois, ça fait partie des pratiques d'aller voir du côté du médico-social. Et effectivement, si un apprenti vous dit qu'il est suivi dans le cadre d'un CESAD, par exemple, qu'il a suivi une scolarité en IME, allez questionner ses interlocuteurs et aller amorcer un travail de collaboration avec eux, c'est important. Parce que eux, peut-être ils savent les aménagements qu'il faut mettre en œuvre, ils connaissent les besoins, ils connaissent les difficultés, donc c'est important. Faire le lien aussi avec le service public de l'emploi. Ça peut être un apprenti qui est suivi par la mission locale et peut-être qu'il y a déjà eu un travail d'identification des besoins par Cap Emploi ou par Pôle Emploi. Donc peut-être qu'il y a déjà eu des choses qui ont été mises en place et qui peuvent vous servir, vous, dans le travail que vous allez mener avec l'apprenti. Il y a effectivement les acteurs du champ du social et du handicap, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'un expert est déjà intervenu sur la situation pour identifier les besoins et les éléments de compensation à mettre en œuvre. Il peut s'agir d'un jeune qui est suivi dans le cadre de la prestation d'accompagnement vers l'alternance, la PAVA, qui a aussi identifié des besoins et donc il est nécessaire de se rapprocher de cet interlocuteur-là. L'employeur aussi, qui peut effectivement avoir un correspondant handicap s'il fait plus de 250 salariés, mais aussi qui peut avoir eu des expériences antérieures qui peuvent venir enrichir ce que vous pouvez proposer. Et évidemment, la scolarité antérieure. Si vous avez une scolarité qu'on vous signale en ULIS, par exemple, en SECPA, les référents, les enseignants référents de ces structures-là peuvent vous donner des éléments, ils connaissent les jeunes, donc c'est important de faire du lien et de se rapprocher de ces structures-là qui ont déjà accompagné les jeunes. Ce que je vous propose, c'est que manifestement, il y a eu beaucoup de questions pendant toute cette intervention, c'est qu'on puisse peut-être y répondre. Alors, on peut effectivement faire un premier point, alors qui va faire le lien avec cette dernière intervention, notamment avec le lien avec le médico-social, la santé. On a un retour d'une personne qui nous indique que pour les maladies invalidantes, c'est parfois difficile d'identifier les difficultés de ces personnes. Alors, est-ce que vous avez des idées un peu pour des conseils, en tout cas par rapport à ces situations de maladies chroniques invalidantes, quant au repérage? Alors, au repérage, c'est au questionnement, mais ça va être peut-être les ruptures, les absences dans la scolarité, les trous dans la scolarité qui vont vous donner des éléments pour repérer une scolarité hachée, avec des cours manqués pendant des longues périodes. Après, il ne faut pas hésiter, je pense, à questionner le jeune une fois que vous êtes dans un rapport en lui demandant pourquoi il y a eu ces ruptures, qu'est-ce qui se passe, et de toute façon vous allez être identifié comme référent handicap, donc il ne faut pas hésiter aussi à lui rappeler quelles sont vos missions qu'on vient de voir, pour qu'il puisse vous expliquer sa situation aussi, mais pour moi en tout cas pour répondre à la question, alors Florence voudra peut-être compléter, mais c'est les absences dans la scolarisation, les trous, les ruptures qui vont vous donner ces éléments par rapport au repérage de ces maladies invalidantes. Moi je pense qu'il n'y a rien de spécifique pour les maladies invalidantes, c'est comme pour tous les autres types de handicap. C'est effectivement l'analyse de la situation avec les ruptures dans le parcours. Voilà, mais rien de... Et puis tout ça, ça va être des indices qui vont demander à être questionnés sur un entretien individuel. Et là, ce sera l'occasion de questionner l'apprenti sur pourquoi il y a eu ces ruptures, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des difficultés et est-ce qu'il veut vous en parler. Voilà, tout simplement.
Alors ensuite, nous avons aussi une remarque qui se termine par un questionnement. Le décret 2020 du 30 mars indique que les aménagements de la pédagogie sont mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le CFA, après avis du médecin traitant ou du médecin de la départementale des personnes handicapées. Quelle articulation avec la convention de formation? C'est une question très précise. Alors, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, on est bien d'accord. Là, on est en train de parler du référent handicap en CFA. Donc, on vous a vraiment mis un lien vers la fiche de poste de ce référent handicap en CFA, puisqu'une fiche de poste existe. Là, je pense qu'on est en train aussi de parler de quelque chose d'assez spécifique, c'est l'aménagement de la durée de la formation, et notamment, je pense à la lecture de cette question, au contrat d'apprentissage aménagé de 4 ans, donc d'une durée d'apprentissage, de contrat d'apprentissage qui jusqu'à 4 ans, et qui, me semble-t-il, se fait dans ce cadre-là. Je ne sais pas si Florence, tu veux compléter. Et donc là, effectivement, ça demande tout un passage. Et c'est la MDPH qui statue sur ces contrats d'apprentissage aménagés, mais d'une durée de 4 ans. Alors, par contre, quelle articulation avec la convention de formation? Alors, pour le secteur public, effectivement, hein, après le secteur privé, j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants des OPCO, pardon. Mais pour le secteur public, une convention de formation, de toute façon, doit être établie. Elle devait l'être déjà avant l'évolution de l'apprentissage. On va retrouver des éléments généraux dedans, avec la nature de la formation, la durée, le financement, qui finance, à quelle hauteur. Et on va retrouver aussi dans cette convention la nature des aménagements ou des surcoûts pédagogiques, de manière aussi à identifier le coût de formation. Et c'est justement via toute cette réflexion qui va être menée par le référent handicap, par l'apprenti, par l'employeur, par le médecin peut-être effectivement traitant ou un médecin spécialiste qui accompagne la personne, qui pourront identifier les moyens de compensation qui vont être appropriés. Et de là, on va pouvoir faire écho avec vos pratiques en interne au CFA. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour venir étayer et sécuriser le parcours? Et une fois que vous êtes au clair, effectivement, ça apparaît dans la convention de formation pour justifier de la facturation du coût à l'OPCO, je pense aussi à un moment donné, et effectivement au coût contrat qui va être facturé à l'employeur public. Donc une autre question, est-il possible de mobiliser une aide humaine pour les apprentis? Donc ça, on va revenir tout à l'heure sur ces questionnements-là, donc je vous propose qu'on voit l'autre question. Alors, il est difficile pour certaines personnes d'accepter cette situation de handicap en demandant cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il faut parfois beaucoup de temps. Et comment amener effectivement les personnes avec d'autres partenaires plus spécialisés pour faciliter l'acceptation de cette reconnaissance? Alors effectivement, il y a tout un aspect médical dans cette notion de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc je pense que là il faut aussi renvoyer, il ne faut pas oublier que dans une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il y a tout un aspect médical à remplir par un professionnel de santé qui est le médecin. Donc renvoyer aussi vers ce type de professionnel, vers son médecin traitant ou son médecin spécialiste, ça peut aussi participer au cheminement de la personne. Et après, les acteurs aussi qu'on a pu identifier, dont je vous parlais précédemment, qui ont pu accompagner la personne aussi, peuvent aussi être des relais, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, on amène la personne vers une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça se fait pas en 1 heure, c'est un cheminement parfois. D'où l'anticipation précoce, et parfois il faut être mobilisé avec un réseau de partenaires pour comprendre le bénéfice que la personne a attiré de faire cette démarche-là pour sa situation. Donc, moi, après, chacun a ses propres pratiques par rapport à cette question-là, mais renvoyer vers le médical dans beaucoup de situations, c'est déjà un premier point, parce que de toute façon, il y aura un passage vers le médical pour la demande
auprès de la MDPH, il y a toujours ce questionnaire médical. Donc, proposer à la personne de refaire un point avec son médecin traitant et présenter aussi la RQTH comme la possibilité d'avoir des opportunités d'aménagement et tous les bénéfices qu'elle a à en tirer. C'est pas pour pointer du doigt de manière négative, mais c'est pouvoir donner accès à un autre champ des possibles. Voilà, mais c'est des choses qui se jouent dans la relation que vous avez aussi avec l'apprenti. Si je peux me permettre pour compléter ce qu'a évoqué Audrey, je pense que c'est fondamental ça. C'est-à-dire qu'en fait, le champ du médical, c'est ce qu'on a pu identifier de manière plus large en fait dans l'insertion dans le monde professionnel. C'est vrai que notre souci, effectivement, c'est de sensibiliser en fait les médecins et les médecins de prévention, médecins du travail, à ce rôle de conseil et de manière de pouvoir démontrer en fait à la personne que c'est justement c'est une chance supplémentaire pour elle et pas du tout le fait qu'elle serait considérée comme avec moins de valeur, quoi. Et donc du coup c'est très important. On repère souvent des pertes de chance liées au fait que là évoqué dans une des questions les troubles 10, c'est effectivement souvent des personnes en fait qui elles-mêmes ne sont pas forcément conscientes même y compris de leurs difficultés, hein. C'est assez étonnant. Et donc il y a eu une étude qui avait été faite alors sur des niveaux d'études supérieurs par Sciences Po et qui ont montré en fait que des personnes lors d'une étude qui avait été faite pour étudier en fait les besoins de compensation, des étudiants qui avaient participé à l'étude se sont en fait identifiés comme ayant des troubles 10, alors qu'en fait ils avaient fait tout un parcours scolaire, alors avec quelques difficultés, mais n'avaient pas été identifiés liés aux troubles 10. Et donc voilà, ensuite avec un certain niveau d'exigence, ils étaient de plus en plus en difficulté. Et clairement, quand ça avait été présenté, cette étude Sciences Po, il avait bien été dit que ça, c'était duplicable pour tous les contextes de formation et que, bien entendu, quel que soit le niveau, on va reconnaître en fait ces difficultés. Donc c'est vrai que plus il y a d'anticipation, et c'est vrai que le monde du travail, du coup, il doit rattraper parfois des choses qui n'ont pas forcément été faites en amont. Et ça, c'est la grande difficulté, et c'est tout le rôle pour moi du référent handicap, d'avoir en fait ce rôle aussi de réorientation pour justement remettre la personne sur les bons rails et lui faire bénéficier du coup des compensations auxquelles elle a droit. C'est un droit. Voilà. Et du coup, je vois qu'on a une question qui rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Hein. Concernant le handicap, nous recevons majoritairement des jeunes avec des difficultés 10 sans reconnaissance handicap. Comment les gérer ? Eh bien, on vient de l'évoquer, c'est de les conseiller pour les amener à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on vient d'évoquer. Et du coup, sur les aménagements, vous allez peut-être apporter des précisions tout à l'heure, mais c'est vrai que parfois, dans les troubles 10, les dossiers peuvent ne pas être suffisamment étayés au niveau des maisons d'épargne pour les personnes en situation de handicap. Et de ce fait-là, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas forcément accordée. Et il ne faut pas rester sur ce refus, il faut vraiment aller creuser pour voir comment a été étayé le dossier, de manière à donner toutes les chances à l'apprenti de voir reconnaître l'impact de la nature de son handicap dans le volet formation. Et les CFA peuvent prendre part également en étayant, en indiquant les difficultés qui sont rencontrées, l'impact dans la formation et la nécessité de mettre en place des aménagements pédagogiques pour permettre à l'apprenti qui a des troubles 10 de bénéficier d'une formation en anticipant les aménagements, parce que si on n'aménage que l'examen, au final, il ne sera pas préparé à passer un examen dans ces conditions-là. Et on peut avoir un gros delta et des échecs, et du coup, on ne sécurise pas du tout. Oui. On va poursuivre. Oui, on va poursuivre. Donc depuis tout à l'heure, on vous parle aussi de la ressource handicap formation, la RHF, c'est le sigle que vous allez trouver un peu partout. Alors peut-être que certains connaissent déjà ce nouveau service qui a été lancé en janvier 2020, mais on va un petit peu vous le préciser. Donc je le précise parce que des fois on me pose encore la question, c'est un service gratuit. Voilà. Donc il a été mis en place en Bourgogne-Franche-Comté en janvier 2020. Il a été construit avec la région, Pôle emploi, l'État,
le Carrefour-F, c'est-à-dire Amphore en Bourgogne-Franche-Comté, et la GFIP. Il a des missions vis-à-vis de 3 types d'interlocuteurs. Les personnes en situation de handicap, les organismes de formation et les CFA, mais aussi les financeurs de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vis-à-vis des personnes handicapées, l'objectif, c'est de rendre le droit à la compensation du handicap en formation effectif. Donc, on vous l'a rappelé en début de webinaire, il y a tout un contexte législatif et du coup, c'est que ce soit une réalité, en fait, pour les personnes en situation de handicap et que ce qui est inscrit dans la loi, eh bien, leur soit tout simplement accessible. Mais aussi de sécuriser les parcours de formation des personnes handicapées. C'est vrai qu'on a toujours un vrai enjeu sur la formation des personnes en situation de handicap et sécuriser les parcours, c'est un point particulièrement important. Mais l'action de la RHF, elle se dirige aussi vis-à-vis des organismes de formation et des CFA. C'est effectivement les accompagner dans toute cette mise en place et dans toutes ces réformes et dans toutes ces obligations législatives. Et moi, j'irai plus loin, je dirais les accompagner quel que soit leur point de départ. C'est-à-dire que vous ayez des pratiques existantes depuis plusieurs années sur l'accueil des apprentis en situation de handicap, ou que ce soit nouveau, parce qu'il y a un contexte réglementaire qui vous amène à vous questionner. La RHF, elle est là pour vous accompagner, quel que soit votre point de départ. Et lever effectivement les freins actuels. Donc on va voir améliorer la connaissance sur le handicap, parce que quand on démarre peut-être dans une mission de référent handicap et qu'on est équipé de la fiche de poste, il manque peut-être certains éléments et on a peut-être envie de se former, repérer le public. Donc là, on a vu, on vous a donné quelques éléments, des faisceaux d'indices pour repérer ce public, les besoins, les solutions d'adaptation et aussi les moyens existants. Donc les moyens, les solutions techniques, pédagogiques, mais aussi peut-être parfois pour vous accompagner, on va le voir dans la question du financement de ces aménagements. Et vis-à-vis des financeurs, c'est aussi dire, voilà, on a une action pour que l'appareil formatif soit effectivement plus inclusif. Et donc qu'on se nourrisse un petit peu de l'expérience de cette RHF pour mieux connaître, comprendre et prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap lors des situations de formation. Là, alors attendez, j'ai un petit souci sur... Donc effectivement, alors on va un petit peu rentrer dans le détail, mais là on vous a mis un schéma pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que c'est la ressource handicap formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le PH que vous voyez au milieu, c'est la personne handicapée. Donc l'idée de la RHF, c'est de dire finalement il y a plein d'interlocuteurs qui existent déjà, le référent handicap en fait partie, et donc travailler à ce que la formation se passe bien et que de manière globale, l'appareil de formation soit plus inclusif, ça demande de faire le lien, de faciliter la coopération entre des acteurs qui sont déjà existants et d'outiller certains de ces spécialistes. Donc là, on voit finalement la RHF, elle est là pour mettre en synergie, développer la capacité à rendre autonome tous ces acteurs. Donc on voit l'employeur, le tuteur, l'accompagnement de parcours qui peut être là avant et qui sera peut-être là après la situation de formation, le référent handicap. Alors après, les spécialistes du handicap, là vous voyez PASS, c'est les prestations d'appui spécifiques, ce sont des prestations de l'AGFIP et du FIP qui permettent l'intervention de spécialistes. Donc en fait, l'offre de services de la ressource handicap formation, on va la résumer en 3 volets. Le premier volet, c'est de mieux travailler la compensation en formation, avec un appui aux situations individuelles et l'accompagnement de l'organisme de formation à identifier les besoins et les réponses compensatoires. On va revenir un peu plus en détail sur ça tout à l'heure dans la slide qui va suivre pour vous expliquer en quoi, sur ce point-là précisément, la RHF peut vous accompagner. Mais également développer l'accessibilité de l'offre de formation, parce que ce n'est pas la même chose de s'occuper des besoins spécifiques
d'une personne en situation de handicap, et puis de travailler, d'engager une vraie réflexion qui est plutôt un travail à moyen terme sur l'accessibilité de l'offre de formation qu'on propose. Donc l'ARHF peut proposer un appui, un conseil au développement de cette accessibilité, que ce soit effectivement de l'offre de formation ou l'accessibilité de l'organisme de formation au sens large. Donc là, c'est deux choses un petit peu différentes, mais là, la RHF, elle peut vous accompagner dans ce travail-là, qui peut parfois se dérouler sur du moyen terme. Mais également, mieux comprendre, c'est le troisième volet, et appréhender les besoins des personnes handicapées en formation. Donc, ce besoin-là, c'est peut-être un besoin que vous avez. Mieux comprendre et mieux appréhender les besoins des personnes en situation de handicap que vous accompagnez. Spontanément, vous avez questionné sur des typologies de handicap. Ça demande, par exemple, d'échanger avec d'autres, de former, et du coup, la ressource handicap formation, elle a pour vocation à animer un réseau des référents handicap, mais aussi de proposer et de former, de proposer un programme de formation, pareil, on y reviendra tout à l'heure, pour que vous compreniez et pour que vous ayez les capacités de mieux appréhender ces besoins en formation. Et donc, elle développe aussi tout un programme de professionnalisation dont on parlera enfin. Donc, là, on vous a fait un petit zoom quand même sur l'appui aux situations individuelles, parce que l'objet, c'était quand même l'accueil et les apprentis en situation de handicap. Donc, voir qu'est-ce qui peut se passer et comment la ressource handicap formation peut vous accompagner et intervenir dans cette dimension-là. Donc, elle peut intervenir sur une personne en situation de handicap en formation, donc c'est-à-dire qui est déjà en formation, ou qui va rentrer en formation dès l'instant où le projet de formation est validé et la formation est identifiée. Elle n'intervient pas dans une démarche de construction de projet, mais vous pouvez avoir une personne qui est inscrite. Voilà, vous savez qu'elle va arriver dans les semaines qui viennent, et là, il n'y a pas de souci. La ressource handicap formation peut intervenir, et pour laquelle un besoin d'appui est détecté. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des situations de handicap où il n'y a pas forcément besoin d'appui. Où aussi la personne, elle sait exactement quels sont ses besoins en compensation et pour lequel ça se passe bien. Elle intervient quand il y a besoin d'un appui spécifique à mettre en œuvre par l'organisme de formation ou le CFA. Donc le CFA peut solliciter la ressource handicap formation à deux moments, on va dire. Pour l'appui à l'analyse de la situation de handicap, donc on a repéré apprentis en situation de handicap, et vous avez besoin d'un appui pour analyser et identifier les besoins de compensation. Donc ça, c'est important. La RHF peut intervenir, mais également pour organiser, on va dire, la concertation. On l'a vu, la personne en situation de handicap, elle a peut-être un référent de parcours, elle a peut-être été déjà accompagnée, elle est peut-être suivie par un CESAD. La RHF, elle peut coordonner un petit peu tout ça et intervenir pour faire le lien entre toutes ces personnes, mettre tout le monde autour de la table et faire qu'on parle tous d'une même voix pour le bien de la personne qui a besoin d'un aménagement. Donc concrètement, comment ça se passe? Si vous nous appelez, on fait un point par téléphone avec vous sur la situation et on vient sur place ou voilà, en cette période un peu particulière, on utilise aussi la vidéo et la visio, mais en tout cas, on a un échange de proximité avec vous et avec la personne et on fait un point sur sa situation. Donc, on vous a mis en téléchargement le flyer qui ne fait pas qu'un zoom sur l'appui aux situations individuelles, mais qui reprend bien les trois volets que je vous ai présentés avec les coordonnées de la ressource handicap formation. Donc là, on vous les a remis. Il y a une boîte mail générique qui est regardée de manière régulière, donc il n'y a pas de souci. Si vous nous envoyez un mail, on vous répondra rapidement. Et le standard, la ligne directe de la ressource handicap formation, et également de nouveau ouvert. Donc on est plusieurs à intervenir sur ce service, Florence et moi-même, et une troisième collègue qui interviendra plus particulièrement sur l'appui aux situations individuelles. Voilà.
Alors, un petit point important quand même, c'est une fois que vous avez identifié les besoins d'aménagement et que vous avez identifié effectivement les moyens à mettre, les aménagements à mettre en place, un petit peu un point sur ce financement. Alors, on est dans une période un petit peu particulière où certains décrets sont en cours de publication et alors, je vais vous parler effectivement pour le secteur privé. Un surcoût contrat pour les apprentis bénéficiaires d'une RQTH est possible pour les OPCO. Donc là, je vous invite à vous rapprocher à chaque fois, si vous avez ces situations-là, de l'OPCO pour voir si effectivement il applique un surcoût contrat et de quel montant est ce surcoût contrat. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il vous demandera une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour pouvoir appliquer ce surcoût contrat. Il y a effectivement un décret en préparation où les OPCO vont s'appuyer sur une grille d'évaluation des besoins en compensation qui va être associée à des modules et à des coûts pour financer la majoration des coûts contrats. Donc ça, c'est différent que le surcoût contrat qui va être forfaitaire. Là, cette grille d'analyse des besoins, elle va amener à une majoration qui sera liée à un diagnostic et donc au montant qui sera associé. Voilà. Et de toute façon, en cas de besoin complémentaire non couvert, que ce soit par le surcoût contrat forfaitaire ou par les besoins identifiés et donc le surcoût appliqué avec cette grille d'évaluation des besoins, l'AGFIP viendra en complément. Si vous identifiez des besoins complémentaires, il faut nous solliciter. On ne va pas rentrer dans l'aspect assez technique, mais on pourra intervenir et c'est l'occasion justement de solliciter la RHF pour faire un point et voir comment on peut financer ces besoins complémentaires. Alors, je ne rentre pas dans le détail de cette grille d'évaluation des besoins en compensation, tout simplement parce que le décret n'est pas passé, donc la grille n'est pas stabilisée. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez une proposition de grille en téléchargement qui certainement ne sera pas loin de la grille appliquée, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas fixé, donc on ne vous l'a pas mis en téléchargement, mais vous la retrouverez facilement sur Internet quand le décret sera paru. Donc pour continuer justement sur la prise en charge en fait des coûts de formation, sur le secteur public, on a évidemment un écart assez important puisque les employeurs publics ne contribuent pas à la taxe apprentissage. Et donc il y a une innovation qui a été introduite par la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019 qui prévoit en fait que pour la fonction publique territoriale, qui sont souvent les employeurs en fait qui sont les plus mobilisateurs en fait des contrats d'apprentissage, un financement en fait partagé via le CNFPT à hauteur de 50%. Donc ça peut être une source d'interrogation puisque pour l'instant, le mode en fait d'intervention du CNFPT d'un point de vue financier n'est pas tout à fait encore calé, mais on a eu la confirmation qu'un décret qui doit mettre en œuvre en fait cette intervention financière du CNFPT normalement devra arriver au plus tard pour septembre. Voilà. En tout cas, le principe c'est que le CNFPT interviendra bien, c'est prévu par la loi. Il n'y a aucun souci là-dessus et on peut rassurer les employeurs publics, en tout cas de la fonction publique territoriale, sur le fait qu'il y aura bien ce portage. Pour les deux autres versants de la fonction publique d'État et fonction publique hospitalière, par contre, c'est un financement 100% pour l'employeur. Voilà. Oui. Donc, pour la fonction publique également, donc du coup, les frais de formation, le FIP en fait, depuis plusieurs années, a une approche en fait où il ne va pas financer le surcoût de la formation, mais il va même financer le coût de la formation intégralement de l'apprenti en situation de handicap. Donc ça c'est très important et il faut aussi signaler que il a été accepté du coup que s'il y a des surcoûts sur le lieu de la formation, on pourra intégrer en fait le surcoût sur le lieu de formation dans le coût de formation facturé à l'employeur. Et ce qu'il faut bien retenir en tout cas, c'est que nous ne finançons que l'employeur au FIP-HFP, et donc il faudra bien en fait retrouver ces surcoûts liés à la compensation sur le lieu de formation dans la facturation du CFA à l'employeur, puisque nous on ne fera que des remboursements à l'employeur et sur facture. Alors il y a aussi un contexte particulier pour le FIP-HFP, c'est que vous avez des employeurs qui sont de grande dimension et qui peuvent bénéficier d'un conventionnement. Ce conventionnement consiste en fait à préfinancer des actions sur du prévisionnel
pluriannuel. Et donc ensuite, ils ont une avance de trésorerie. Donc là, pour le coup, ils ont des budgets, normalement, si tout va bien, prévus en fait, pour pouvoir financer directement par l'avance de trésorerie qu'on aura effectuée. Et puis là, du coup, je vais juste terminer pour la partie FIP, et je vais rendre la parole à Audrey et Florence. Donc pour le FIP, en fait, sur les modes d'aide, en fait, directement à la personne, on a une aide qu'on appelle aide apprenti, hein, qui est une aide forfaitaire sans justificatif et qui est de 1 525 €. Donc là, c'est pareil, on n'attribue pas l'aide directement à l'apprenti, hein, c'est l'employeur qui va verser cette aide et le FIP va rembourser l'employeur. Et puis l'employeur public peut être également pris en charge à hauteur de 80% du coût chargé annuel, hein, sur la rémunération de l'apprenti. Et on va lui attribuer même une prime si ensuite, en sortie de contrat d'apprentissage, il offre au moins un contrat d'une durée d'1 an, voire une pérennisation, sachant que dans le contexte actuel, en fait, il y a des objectifs de pérennisation des apprentis dans la fonction publique. Et la loi de transformation de la fonction publique permet en fait de titulariser directement l'apprenti à l'issue du contrat d'apprentissage, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Donc en plus, il y a un enjeu en fait pour l'apprenti, puisque c'est l'occasion pour lui, à l'occasion de la réussite de sa formation, de pouvoir se voir proposer directement une pérennisation chez un employeur public. Et puis du coup, je vous laisse préciser pour mesdames, pour la partie AGFIP, si vous le souhaitez. Oui, effectivement. Donc pour l'AGFIP, il y a une aide à l'entreprise, à la signature du contrat. Alors là, vous voyez, on vous a mis les montants actualisés, donc de 1 000 à 4 000 €, c'est en fonction de la durée du contrat. Alors ce montant a été revalorisé, puisqu'avant on était entre 500 et 3 000 €. Donc on attend des précisions sur exactement en fonction des durées, mais c'est quand même une aide intéressante qui pourra se cumuler avec les aides qui ont été annoncées par l'État. Donc voilà, on est sur des montants qui peuvent être intéressants et relativement incitatifs pour les employeurs. Alors, une petite synthèse sur l'appui proposé par l'AGFIP. Alors, effectivement, pour sécuriser, alors là, on va faire un petit focus particulier sur 2 situations. Les contrats d'apprentissage qui sont signés avec des apprentis en situation de handicap, donc qui sont en cours, et puis les futurs nouveaux contrats, donc ceux qui ne sont pas encore signés. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'AGFIP a créé une aide exceptionnelle due à la période pour soutenir les employeurs qui ont actuellement un apprenti en situation de handicap dans leur effectif et donc éviter les situations de rupture de contrat. Donc, on vous a mis le petit communiqué de presse en téléchargement. C'est une aide exceptionnelle dont le montant varie en fonction de l'âge de l'apprenti. Une prime financière qui vient s'ajouter à une potentielle prime qu'il a eue à la signature du contrat pour une personne en situation de handicap. Donc ça, vous avez les éléments dans le communiqué de presse et une communication sera plus large de la part de la GFIP. C'est vraiment une aide financière pour éviter qu'on ait des ruptures de contrat d'apprentissage dues aux difficultés rencontrées par les entreprises en cette période. Et il y a aussi une démarche proactive de la GFIP auprès des apprentis et auprès des employeurs qui ont actuellement des apprentis en situation de handicap dans leurs effectifs pour vérifier que tout aille bien, pour aussi les informer de cette aide exceptionnelle. Donc là, ce sera en cours à partir du 1er juillet au sein de la délégation Bourgogne-Franche-Comté. Mais on l'a vu, il y a aussi des appuis proposés pour favoriser la signature de contrats d'apprentissage auprès d'un employeur qui souhaiterait et qui serait OK pour une personne en situation de handicap. Donc on a vu, l'aide à la signature du contrat d'apprentissage pour l'entreprise a été majorée. On passe à 4 000 € maximum et je le répète, ça vient en complément des aides annoncées par l'État. Et on a un accompagnement de la réforme de l'apprentissage qu'on vous a expliqué tout à l'heure avec une action de la RHF
Et puis, on attend, comme vous, ces nouveaux décrets sur le financement du coût contrat pour accompagner un petit peu cette réforme et avoir une action là plus auprès des CFA pour vous expliquer un petit peu ces grilles et la compréhension de ces nouveaux outils. Donc effectivement, pour ce qui est des aides de la GFIP à destination des CFA, donc dans cette période un peu mouvante, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que si vous mettez en place du soutien pédagogique, des choses qui vont au-delà de ce qui est pris en charge par le coût contrat, alors j'en profite d'ailleurs pour répondre à une question que je vois sur ce financement des coûts contrats. Donc actuellement, il n'y a pas de grille parce que le décret n'est pas paru. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un financement par module identifié, avec des sommes associées. S'il y a un financement du surcoût contrat, c'est un financement forfaitaire, c'est-à-dire que l'OPCO a peut-être acté que pour les personnes en situation de handicap, il y avait par exemple une majoration de 20% du coût contrat. Mais il faut lui en faire la demande et voir avec eux comment ça se passe concrètement au niveau régional. Donc ça, c'est ce qu'il y a en place pour les contrats signés actuellement. Mais par contre, pour les futurs contrats, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y aura cette fameuse grille de mise en place qui associe en fait à des modules un montant forfaitaire et pas un pourcentage du coût contrat. Voilà. Donc actuellement, c'est pas encore en cours. Donc, il peut y avoir pour les contrats signés sur la en 2019, début 2020, cette majoration du coût contrat OPCO qui est une majoration forfaitaire. Et là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos interlocuteurs OPCO en région et de leur signaler que vous avez des apprentis en situation de handicap qui ont une RQTH et de voir ce qu'eux appliquent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de ces financements, de ces majorations, la GFIP interviendra si vous mettez en place des choses qui vont au-delà, parce que vous avez identifié des besoins qui vont au-delà de ces majorations. Eh bien, il n'y a pas de souci, mais pour ça, on vous conseille de prendre contact avec la ressource handicap formation, déjà pour vous aider à identifier les besoins et pour vous accompagner dans la démarche pour bénéficier de ces aides financières. Voilà. Pour rebondir sur une interrogation qu'il y avait tout à l'heure, par rapport à l'accompagnement ou à l'aide humaine, est-ce que du coup, pour le secteur privé, il y aura... Alors, c'est à voir en fonction de l'identification des besoins et par rapport à l'aide humaine. Effectivement, on parle, et c'est souvent la question des AVS en CFA, et je pense que c'est à ça que la question fait référence. C'est une bonne question, mais moi je pense que c'est une question qu'il faut voir au global, parce que peut-être que vous allez avoir plusieurs apprentis qui vont avoir besoin d'une AVS, donc ça peut être une AVS mutualisée, mais donc du coup il faut voir, ça peut rentrer dans les coûts qui sont pris en charge, dans ces surcoûts qui sont pris en charge par l'OPCO, et s'il y a un reliquat qui serait à la charge du CFA, eh bien, il faut contacter la ressource handicap formation, et si le besoin identifié, si on identifie que c'est bien ce besoin-là, et que la réponse c'est bien l'aide humaine, eh bien, faut voir combien d'apprentis sont concernés par cette aide humaine et effectivement il est possible de le financer. Alors voilà, ça va vraiment dépendre de l'identification du besoin et que tout le champ des possibles ait été exploré, mais ça reste des choses qui sont possibles. Oui. Merci pour cette précision. Alors pour le volet fonction publique, en fait, sur tout au long du parcours en fait de l'apprenti, on va se retrouver effectivement soit sur des notions de compensation, soit y compris des notions de prise en charge en fait qui vont un peu au-delà. Et donc là sur la diapositive que vous voyez, on va prendre en compte par exemple les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, là plutôt sur une lecture de compensation, pas les frais de déplacement stricto sensu. Par contre, on va avoir des aspects qui sont typiquement liés à la compensation sur, par exemple, l'ingénierie pédagogique sur le lieu de formation. Donc là, on va avoir une intervention. Et puis, on peut intervenir, si je l'évoquais juste avant, effectivement, y compris sur le lieu de formation, où normalement, ce n'est pas la responsabilité du fonds, normalement, de le faire, mais on va l'intégrer dans le coût de formation sur les aménagements techniques nécessaires sur le lieu de formation, élargi donc à partir du lieu de travail. On va aussi intervenir pour aider l'employeur
à prendre en charge du temps passé par le maître d'apprentissage sur le volet justement prise en compte de l'accompagnement de la personne en situation de handicap en configuration de formation. Et on a également aussi des aides humaines qui sont mobilisables, comme tout agent en fait qui travaille chez un employeur public. Et donc là, vous avez effectivement, si on décline de manière plus précise, donc en fait à la fois la notion de surcoût que j'évoquais sur les frais de déplacement. Sur l'ingénierie pédagogique, eh bien là, c'est dans la limite d'un plafond annuel qui est quand même assez conséquent et qui, en tout cas, à l'usage, est rarement mobilisé à cette hauteur-là, mais en tout cas est mobilisé assez souvent par les employeurs. Ça dépend des régions, il faut bien l'avouer. Et puis, des aménagements techniques sur lieu de formation. Donc, on avait un coût plafonné de 10 000 euros, qui est un plafond assez classique, en fait, au FIP pour les aménagements de poste. Et donc, il a été élargi à l'environnement de formation. Sachant que, par contre, je vous conseille fortement, on a évoqué la convention que signe l'employeur avec le CFA, justement de préciser en fait qu'est-ce qui justifie en fait cette prise en charge, de manière à ce que vous soyez au clair en fait avec l'employeur, puisque pour lui en fait, par exemple, il va devoir en fait associer le médecin de prévention. C'est pas forcément évident effectivement, puisque le médecin de prévention là, il est obligé de sortir du contexte purement professionnel, normalement là où il est concerné. Et puis, donc, la fonction de tuteur, où là, pareil, on est sur la prise en charge d'un coût de rémunération brute qui est assez élevé, puisque c'est en fait, c'est sur un niveau d'encadrement, en fait, dans la fonction publique. Donc, en général, on couvre assez largement, sans souci, ces surcoûts. Voilà. Donc, brièvement, voilà ce que l'on peut couvrir. Et puis donc le troisième volet, en fait, après donc cette partie générale et puis cette partie plus précise sur l'intervention de la RHF et puis des moyens qu'on peut mobiliser, donc un volet aussi où on a donc une démarche, on va appeler ça démarche de progrès effectivement en termes d'accessibilité. Donc c'est les fameuses diapositives où on a vu effectivement cette préoccupation de viser l'accessibilité universelle. Donc il y a deux informations effectivement que je ne peux que vous engager à consulter. C'est la grille d'accessibilité CFA qui est accessible sur le site du ministère du Travail, et puis que vous pouvez croiser avec le guide de lecture du référentiel national qualité, la fameuse norme Calliope. Et donc ces deux documents en fait sont une source, je pense pour vous, d'étayage important pour votre démarche, puisqu'en fait là, si vous commencez d'ailleurs par le référentiel national qualité, vous verrez en fait que sur les 32 indicateurs, vous avez donc ça s'inspire d'une démarche qualité pour ceux qui connaissent le fonctionnement d'une démarche qualité, et vous avez en fait, disons, des normes où certaines sont, si elles ne sont pas atteintes tout de suite, ça peut être supportable pour obtenir le label, et certaines par contre sont indispensables à montrer au certificateur, c'est-à-dire qu'elles doivent être réunies pour obtenir la certification. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs dans le référentiel national qualité qui font explicitement référence en fait à la capacité d'un CFA à accueillir un apprenti en situation de handicap, et qui fait que vous devrez en fait démontrer, vous en tant qu'opérateur de formation, que vous vous êtes donné les moyens en fait de répondre à l'exigence de la norme. Et donc la grille d'accessibilité CFA, par exemple, le recours à la RHF, par exemple, sont autant en fait de preuves dans la démarche, le fait que vous puissiez maîtriser ça, et puis aussi deux autres aspects de mémoire en fait dans la norme qui peuvent être intéressants pour vous et auxquels je vous conseille en fait de vous attacher. C'est aussi la capacité du CFA à s'entourer justement d'un réseau d'acteurs, et c'est pour ça que la RHF, ce qui vous a été montré, ça c'est précieux parce que ça vous permettra de démontrer au certificateur que vous avez eu une démarche proactive là-dessus. Le fait que vous connaissiez en fait les modalités d'intervention de la RHF, que vous puissiez travailler avec elle, ça va vous ouvrir à un réseau d'acteurs. Et aussi de connaître en fait le fait que vous mettiez en place un dispositif qui est vraiment centré sur la personne, c'est-à-dire de mettre en place ces dispositifs centrés sur la personne. Ça c'est une vraie exigence de la norme. Et donc pour finir en fait sur la démarche d'accessibilité, la norme Calliope, c'est une démarche d'amélioration continue. Et donc là, vous avez effectivement une démarche qui ne concerne pas simplement le référent handicap, c'est vraiment toute l'équipe pédagogique. Et tout ce qui vous a été présenté, les supports qu'on va vous donner, c'est autant de pistes en fait qui vont vous permettre de construire en fait quelque chose qui soit à votre main, mais qui répondent en fait aux exigences des acteurs, que ce soit financeurs, que ce soit par exemple France Compétences,
voilà, ou la GFIP ou le FIP. Et donc, plus vous montrerez en fait que vous avez intégré en fait ces exigences, et surtout vous vous donnez les moyens. En fait, ce qui est important à retenir, je pense, c'est qu'il faut se donner les moyens. Tout le monde, voilà, on a évoqué effectivement qu'il y aura du traitement puisqu'on est autour de la personne, donc on est vraiment sur de l'adaptation au cas par cas. Mais ce qui va être intéressant, c'est que du coup, il va y avoir un gain d'expérience et donc une notion d'amélioration continue. Et donc l'idée, par exemple, pour l'offre RHF, c'est que ça répond, je pense, pour les retours que j'ai eus sur les employeurs publics, quand on essaie d'identifier les freins justement qui ont pu être rencontrés, c'est ça, c'est que parfois, eh ben, il y a des étapes en fait qui n'ont pas été réalisées au bon moment, et donc c'est tout l'apport en fait qu'on peut avoir en tête. Et donc cette notion d'accessibilité universelle, c'est aussi un gain pour tous les apprenants chez vous. C'est pas simplement dans l'idée un gain uniquement pour les personnes en situation de handicap, ce qui est notre objectif, mais c'est aussi un gain en termes de qualité de l'offre de formation que vous réalisez. On évoquait les troubles 10, mais par exemple sur l'étude qui avait été faite avec Sciences Po, les étudiants en fait qui n'avaient pas de besoin de compensation, quand les aménagements pédagogiques ont été réalisés, ont trouvé eux-mêmes en fait que les apports qui avaient été apportés pour pouvoir assurer un confort supplémentaire pour les personnes, par exemple avec trouble 10, avaient amélioré notablement aussi le confort de tous les étudiants. Et c'est là au fait qu'on voit bien que c'est un levier. Et je ne peux que vous encourager chez vous en interne à bien pouvoir mettre en avant cette notion de levier de qualité et du fait que ça vous permettra aussi de mettre en avant que l'offre de formation que vous proposez est une offre de qualité. Et puis du coup, je vais passer maintenant de ce pas la parole à Céline sur en fait justement une démarche. On a fait le choix en fait de vous présenter l'étude d'un cas. Et du coup, au travers de l'étude du cas, de pouvoir interagir éventuellement avec vous si vous le souhaitez. Ça va vous renvoyer sans doute à des situations que vous avez connues. Et Céline d'ailleurs a une petite expérience dans le domaine, donc je la laisse intervenir. C'est elle qui a beaucoup travaillé sur ce cas avec l'aide de Audrey et Florence. Et donc, je la laisse prendre la main sur ce quatrième volet. Donc, effectivement, l'objectif, c'était de revenir tracer le parcours d'un apprenti qui se présente chez vous en tant que centre de formation pour faire une formation en apprentissage. Donc, on a fait le choix de Francis, qui souhaite faire un apprentissage en CAP polyvalent de restauration, donc un métier de bouche. On a beaucoup de CFA sur les métiers de bouche en région. Dans leur pratique, les CFA, effectivement, en fonction des choix organisationnels, font parfois des dossiers de préinscription avec un certain nombre d'éléments dedans, des fiches administratives où on va reprendre les coordonnées, des éléments d'adresse. On a parfois la question, est-ce que vous êtes bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? Elle est cochée ou non en fonction de l'apprenti, de là où il en est par rapport à sa situation. S'ils ont bénéficié ou pas d'aménagement d'examen. Il y a parfois aussi des demandes qui vont plus loin dans certaines pratiques de CFA, notamment les derniers bulletins, trois derniers bulletins de scolarité, ou les relevés de notes des anciens diplômes, parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup des apprentis jeunes, mais on peut avoir des apprentis moins jeunes, voire des adultes qui ont déjà des diplômes. Donc ça permet aussi de voir comment... avoir une vue d'ensemble, en tout cas, du projet de la personne. On a également aussi des demandes dans les pratiques de CFA, de dossiers de préinscription, d'obtenir un CV, comme on l'a vu, pour rebondir sur l'identification un petit peu des pratiques et des lieux où on va trouver des indices, en tout cas un faisceau d'indices qui va nous permettre d'identifier que la situation est potentiellement une situation de handicap. Et parfois des courriers d'engagement de l'employeur. Et c'est vrai que c'est une démarche qui est plutôt positive, dans le sens où on va essayer de s'organiser, le CFA s'organise, essaie d'identifier, mais il faut voir comment ça va être traduit après en interne, parce que si c'est uniquement des informations administratives qui sont saisies, peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose. Donc il faut aussi que le correspondant handicap soit associé à cette démarche, à cette réflexion de construction des pièces de dossier de préinscription,
de manière à ce que quand il y a des points d'alerte, eh ben, on puisse faire intervenir les correspondants handicap à ce niveau-là déjà pour programmer éventuellement un entretien. Parce que c'est vrai qu'on a des pratiques qui sont diverses et variées, on a des CFA qui, de manière automatisée, rencontrent l'ensemble des apprentis pour faire un entretien, pour faire le point sur leur parcours, pour sécuriser le parcours de formation. Et on a d'autres CFA qui ne peuvent pas le faire, voilà, par manque de temps, par manque de moyens. Donc du coup, ça peut permettre aussi d'identifier et de prioriser les situations sur lesquelles les correspondants handicap vont aussi se pencher et quelles personnes ils vont rencontrer. Donc là, typiquement, ce qui avait pu être identifié du dossier de préinscription, c'est dans le CV une multitude de stages en entreprise lors de sa scolarité de collège. Effectivement, collège, scolarité traditionnelle, en général, c'est un stage d'une semaine, voire 2 stages d'une semaine. Là, en l'occurrence, très régulièrement, sur chacune de ces années, depuis la 6e, il est inséré dans le milieu professionnel. Il n'y a pas de diplôme malgré son âge de 22 ans, ni de CFG, ni de brevet des collèges, et il était dans un cursus de CAP antérieur qu'il n'a pas obtenu. Donc il a un niveau. Dans les bulletins scolaires, on s'aperçoit, comme dans beaucoup, parfois des difficultés au niveau de l'enseignement général, au niveau des résultats faibles sur le relevé de notes des diplômes qu'il a pu passer, en tout cas du CAP qu'il a pu passer. Donc ça, c'est quand même des points d'alerte assez intéressants, qui peuvent nécessiter effectivement d'aller au-delà. Dans ce cas de figure, le CFA a choisi de le rencontrer, parce qu'effectivement, il y avait des questionnements et il fallait aller plus loin. Donc l'entretien avec l'apprenti, il va se construire, il va se préparer, effectivement. Les correspondants handicap, normalement, sont outillés, ou en tout cas, on le verra tout à l'heure, il y a un réseau de professionnalisation qui permet aussi de donner ces outils-là aux correspondants handicap qui prennent éventuellement leurs fonctions. Traditionnellement, ça se passe par l'accueil. Il faut effectivement que l'entretien puisse se passer dans de bonnes conditions, éviter les open space, éviter effectivement qu'il y ait des passages aussi, parce que si on veut que l'apprenti se livre un peu, libère la parole, il faut être effectivement dans un environnement calme. Donc après, il y a eu la position du cadre. C'est vrai qu'on a rappelé le rôle du correspondant handicap, les missions du correspondant handicap, et c'est vrai que là, ça va être important de se présenter en tant que correspondant handicap auprès de la personne et d'indiquer dans quelle mesure vous allez pouvoir l'accompagner et pourquoi cet entretien a lieu. Donc les différents thèmes qui vont pouvoir être explorés, sur lesquels bien souvent les correspondants handicap reviennent, ça va être le parcours de formation. Donc pour essayer d'identifier toute la scolarité, s'il y a eu des aménagements particuliers, s'il y a eu des suivis, par exemple des projets personnalisés de scolarisation dans une scolarité traditionnelle, des plans d'adaptation pédagogique spécifiques, plutôt pour les troubles de l'apprentissage, des choses comme ça. Les expériences professionnelles, le parcours professionnel, effectivement, avec des retours qualitatifs, si possible, des personnes, des bilans de stage rédigés, ou éventuellement le retour ne serait-ce qualitatif de l'apprenti sur comment il a ressenti les choses, comment il a élaboré son projet professionnel. Et l'objectif de tout ça, c'est d'y voir un petit peu plus clair. Dans cette situation, le correspondant handicap, il a pu identifier quoi ? Qu'au final, un projet personnalisé de scolarisation avait été mis en œuvre durant sa scolarité traditionnelle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un lien avec la MDPH, donc c'est l'enseignant référent qui est positionné et qui va en équipe pluridisciplinaire avec l'établissement, la famille, l'apprenti et lui-même, de toute façon, créer un projet d'accueil avec des adaptations pédagogiques. Et ça révèle, on va dire, qu'une situation est reconnue au niveau du handicap. La BPS, qu'il a également bénéficié d'un accompagnement orthophonique qui est antérieur, qui date un peu, pas forcément de bilan, c'est pas trop pourquoi il a été accompagné. Il y a un soutien pédagogique qui avait été mis en place en CAP dans sa scolarité antérieure, et il y avait un temps supplémentaire pour les épreuves de CAP. Donc les échanges permettent d'identifier un certain nombre de choses. Par rapport au projet professionnel également, où là, comme on est un peu court, je vais aller vite sur l'expérimentation, mais vous avez tout dans le PowerPoint. Donc globalement, plutôt quelqu'un de sérieux, ponctuel, qui est serviable, qui a envie de bien faire. Il évoque plutôt ses échecs parce qu'il n'aime pas la scolarité, parce que les conditions de travail avaient été difficiles en boulangerie, avec du travail pour les jours fériés, pour les week-ends, etc., la nuit aussi.
Donc c'est vrai que il explique plutôt ces difficultés via l'environnement. Au terme de l'entretien, qu'est-ce qui va être intéressant pour vous d'en retenir? Effectivement, qu'il a été reconnu déjà par la MDPH au travers d'une PPS. Si c'était le cas pour le CAP, effectivement, il aurait pu être bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc à vérifier si elle est en cours de validité ou pas. On l'a vu, hein, l'accompagnement à la RQTH est parfois compliqué, les personnes ne se livrent pas forcément tout de suite en un premier entretien, mais là, dans le cadre du persona, il fallait aussi montrer que parfois, on a quand même des apprentis en face de nous qui, quand ils ont rencontré des difficultés dans leur scolarité, ils ne sont pas avares d'aide pour aussi pouvoir sécuriser leur parcours de formation et acceptent volontiers d'échanger sur leurs difficultés et acceptent aussi des démarches administratives qui, parfois, même chez nous, hein, peuvent renvoyer à des résonances. Effectivement, si du jour au lendemain, on me dit il faut que je dépose un dossier de RQTH hein, pour pouvoir bénéficier d'aide, il va falloir un certain temps d'acceptation. Là, en l'occurrence, il y a aussi des parcours antérieurs qui font qu'ils ont été en difficulté. Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à aller au-delà de ces difficultés-là et ils n'ont pas forcément réussi dans leur scolarité ou dans leurs expériences professionnelles. Et du coup, ça peut inciter la personne à faire ce premier pas et à faire cette démarche-là. Donc, par contre, vous savez qu'il n'a pas réussi à aller au bout de ce qu'il souhaitait. Donc, difficile d'aller au-delà dans l'entretien et il va falloir aller chercher des précisions. Des précisions sur les modalités d'aménagement que vous allez pouvoir lui proposer. Donc, il faut bien identifier son besoin. Donc, vous, en tant que correspondant handicap, en tant que CFA, vous pouvez essayer de creuser la situation, mais vous avez des acteurs externes qui vont pouvoir aussi vous accompagner dans ce champ. Et en l'occurrence, là, on a fait appel à la ressource handicap formation, qui, dans le cadre de l'accompagnement individuel, peut venir faire le point et étayer les prises de décision quant à la mobilisation ou non d'un prestataire pour venir évaluer la situation. L'apprenti lui-même, conscience de ses besoins de compensation en centre de formation ou à l'employeur, c'est quand même difficile de prendre du recul sur sa propre situation. Et du coup, là, l'ARH proposait effectivement la mobilisation d'un prestataire externe. Effectivement, la RHF, elle peut intervenir pas uniquement seule, elle peut servir à mobiliser un faisceau de partenaires et notamment les prestataires passent prestations d'appui spécifiques et notamment, au vu de la situation évoquée, un prestataire trouble cognitif qui intervient pour identifier de manière précisément les besoins en compensation en situation de handicap et chez l'employeur. Parce que là, même si on est sur un trouble, et notamment les troubles 10, faut pas quand même oublier l'employeur, on l'a vu. Certes, il y a la situation apprentissage avec les cours théoriques, mais il y a quand même la partie en entreprise qui est à prendre en compte. Donc, la restitution a permis effectivement de mettre en avant les points d'appui sur les apprentissages, donc le fait qu'effectivement il y ait une facilité sur la communication orale, un sens de l'observation et de l'essentiel, la recherche de stratégies de contournement, la facilité de délégation. Effectivement, les jeunes qui sont atteints de troubles 10, souvent ont déjà mis en place une partie des moyens de compensation eux-mêmes. En fait, ils ont développé des stratégies où ils ont développé d'autres capacités qui leur permettent, dans un grand nombre de situations, de compenser. Alors, effectivement, les difficultés rencontrées sur les troubles des apprentissages, c'est la nécessité de passer par les schémas, la voix, effectivement un passage à l'écrit difficile, des difficultés à s'organiser, à planifier, et on voit que là on peut avoir des difficultés aussi en entreprise et pas qu'en CFA. On l'a vu, des difficultés à l'écrit, plutôt en termes de lenteur, de difficulté aussi à se concentrer dans la durée, parce qu'une plus grande fatigue lorsqu'on se concentre. La diminution dans l'utilisation des outils scolaires, la difficulté de lecture qui perturbe la compréhension. En tout cas, la PAS a permis d'identifier tout ça, qui sont propres à la personne, et elle a mis en place des préconisations.
Alors là, effectivement, les préconisations du prestataire, c'est d'adapter les modalités pédagogiques et le contenu. On a vu, il y avait déjà des choses qui étaient mises en place au niveau de la scolarité classique, puisqu'il y avait eu déjà des préconisations de mise en place. Certaines sont reprises. Donc effectivement, un soutien pédagogique pour soutenir les enseignements théoriques de base. Les supports écrits avec une typologie particulière et une typologie aérée. Les supports numériques à privilégier, que ce soit l'audio, la vidéo, qui sont des bons outils. Je pense notamment peut-être aux matières techniques, où aussi c'est peut-être plus facile, en l'occurrence, de filmer une recette plutôt que d'avoir la fiche recette pour ce type de handicap. L'utilisation de la schématisation, l'aide à la mise en place de méthodes de travail, effectivement accompagner l'apprenti dans la structuration de son travail personnel, comment il va pouvoir après reprendre notamment les cours chez lui, privilégier les consignes à l'oral, verbaliser, mais surtout faire verbaliser les éléments d'une tâche complexe, éviter les activités qui demandent une double tâche, d'où la préparation en amont des supports à l'écrit, parce que quand on doit prendre des notes et écouter un cours, c'est une double tâche. Donc voilà. Donc ça fait partie des préconisations de la RHF, des éléments. Et pour revenir un petit peu aussi à une question qui était diffusée dans le cours, ça peut faire partie aussi des missions du référent handicap de sensibiliser et de diffuser ces préconisations. Les troubles 10, ces consignes-là, elles sont en général classiques pour ce type de difficultés, mais ça peut être l'occasion pour le référent handicap de sensibiliser. Je pense notamment, le FIP a cité tout à l'heure, travail mené par Sciences Po. Il y a aussi des petites vidéos de sensibilisation qui sont très bien et des petites vidéos sur les troubles 10 et ce que voit en fait une personne en situation de trouble 10 qui sont bien et qui peuvent être diffusées à l'équipe pédagogique. Ça dure pas longtemps, ça mobilise pas sur une demi-journée une équipe pédagogique et ça sensibilise bien à ce type de difficultés. Alors, il y a d'autres préconisations et d'aménagements sur ce parcours d'apprenti. On a par exemple l'aménagement de l'environnement avec la place de l'apprenti dans la situation, dans l'espace de cours, effectivement. L'adaptation de l'organisation de la structure accueillante, informer et sensibiliser l'équipe pédagogique. C'est vrai que ce qu'on a vu, la transmission des consignes à l'oral, faut le préciser aussi à l'employeur que peut-être la bonne manière de communiquer avec l'apprenti, c'est pas la feuille de consignes, mais c'est aussi lui réexpliquer les choses, proposer un suivi pour réévaluer les besoins. Donc pas hésiter à programmer des temps d'échange réguliers avec les apprentis, surtout que souvent avec les apprentis en situation de handicap en entreprise, parfois ça se passe bien parce que l'apprenti est bien, enfin l'employeur est bienveillant, mais parfois au bout de quelques mois la situation se dégrade. Donc c'est important de prévoir des temps réguliers et en CFA, mais aussi avec l'employeur pour réévaluer ses besoins et l'aménagement des règles générales d'évaluation. Donc effectivement, le temps majoré, surtout si l'apprenti a été habitué à l'avoir, privilégier la préparation des consignes par mode oral, donc c'est prévoir un lecteur pour l'aménagement des examens, et ne pas pénaliser les erreurs, notamment les erreurs d'orthographe, grammaticales, et le soin qui peut être apporté à tout ce qui est travaux écrits, c'est un point qui pêche souvent avec les troubles 10, et qui là, en l'occurrence, a été mis en lumière. Alors, effectivement, la proposition par le prestataire d'un accompagnement socio-pédagogique avec un rapprochement avec l'employeur, l'accompagnement à la prise de poste, la formation du maître d'apprentissage, la mobilisation des aides et ressources adaptées, le suivi et la mise en place de points réguliers, on l'a vu, ces fameux réajustements en cours de contrat, une réflexion autour des axes d'amélioration en cas de difficulté. Alors ça peut être une réflexion qui se construit aussi avec l'ensemble des participants. Et ça permet d'évaluer à 35 heures d'accompagnement avec la possibilité d'un complément dans la limite de 24 heures. Voilà. Un petit point d'actualité. Alors, je vais aller vite parce que c'est en téléchargement et vous avez le lien. On vous l'a dit, ça fait partie des missions du référent handicap, d'amener à une meilleure compréhension du handicap et donc de former
les personnels des OF et des CFA. Alors, référent handicap, mais je dirais pas que référent handicap. On a parlé de l'importance de l'anticipation et je pense notamment à tout le personnel qui peut être en contact lors de l'accueil de l'apprenti avec un premier niveau de sensibilisation qui existe sur le programme dont vous avez le lien. On a aussi en préparation un réseau des référents handicap qui devrait être effectif début janvier en 2021. C'est vrai que c'est important avec des rencontres régulières, la possibilité d'échanger entre vous sur les questions que vous vous posez, parce que en général il y a un seul référent par structure, alors c'est bien d'échanger entre pairs, des temps d'échange de pratiques et un centre de ressources numériques. Là on vous a cité plusieurs outils que vous trouvez facilement via une recherche Google, et il n'y a pas de souci, c'est des outils en accès libre. L'idée, c'est de dire tous ces outils qui peuvent vous être utiles, on les met sous une même entrée pour que vous puissiez les retrouver facilement, en fait. Donc voilà, on a fait le point, je suis passée rapidement sur ce réseau des référents handicap. Un petit point d'actualité, mais sur notre aide exceptionnelle au parcours de formation, je vais laisser Florence vous la présenter, vous la représenter. Donc, on avait déjà fait une petite information via une visio lorsque nous avons mis en place nos mesures exceptionnelles en mars, suite à la crise sanitaire. Donc c'est une aide de la GFIP qui est destinée à couvrir les dépenses engagées pendant la période de pandémie, donc depuis le 13 mars, et qui vont couvrir des dépenses d'équipement nécessaires aux stagiaires qui continuent à suivre le cycle de formation à distance chez eux. Et donc, cette aide est plafonnée à 500 € et peut couvrir l'acquisition d'un ordinateur, d'une imprimante, d'une liaison Internet, des cartouches, du papier, voilà. Et la nouveauté, c'est que cette aide, qui était initialement prévue jusqu'au 30 juin 2020, a été reportée au 30 septembre. Voilà. Donc, un grand succès avec cette aide. Bien, merci beaucoup Florence, merci beaucoup Audrey. Donc là, voilà, ce webinaire s'achève. Et donc, voilà, on va vous proposer un petit vote. On a un petit peu décalé, on s'était engagé à finir à midi, on est un peu plus tard que midi. Donc, ce qu'on vous propose, voilà, on est assez attentif en fait au retour en fait déjà de si ça a pu répondre à votre attente. Et puis on essaie en général d'ouvrir vers d'autres questions qui nous permettent de préparer d'autres sujets éventuellement sur des présentations webinaires ou des présentiels. Et donc voilà, vous avez quelques questions en fait qui vous sont suggérées et on vous remercie par avance voilà de bien vouloir y répondre de manière à nous donner quelques idées nouvelles. Bien entendu, on n'a pas forcément pu être exhaustif. Lors de la préparation, en fait, on peut vous dire que ça a été assez compliqué pour faire des choix. Donc, c'est un champ assez vaste. Et donc, on est évidemment tout à fait preneur, en fait, ultérieurement. Vous pouvez nous transmettre, en fait, des suggestions de champs, en fait, qui vous sembleraient intéressants pour vous permettre voilà, de retrouver de l'information ou des suggestions en fait, de services qu'on pourrait proposer. A été évoqué effectivement la ressource numérique. Nous, on travaille aussi avec les référents chez les employeurs. Et donc, cette problématique justement de personnes en fait, qui sont en général identifiées, mais transversales et forcément, voilà, pas forcément de référents en interne avec qui échanger, c'est primordial. Et donc, voilà, on essaie de proposer en fait la possibilité pour les professionnels de pouvoir échanger entre pairs, et c'est tout à fait l'idée. Et donc il y a la possibilité, donc par exemple avait été évoqué tout ce qui est le lien avec le médico-social, des questionnements par rapport à l'amont, et le fait que voilà vous avez aussi des apprenants qui n'ont pas de reconnaissance, mais qui pour autant normalement devraient plutôt être orientés vers cette démarche. Et donc on a dans l'idée de la possibilité de faire intervenir justement des acteurs en fait qui facilitent en fait cet aspect-là sur l'aspect santé en fait des personnes, et toujours dans l'idée de pouvoir bâtir une réflexion autour des personnes et que les différents acteurs puissent s'articuler correctement pour pouvoir répondre aux besoins
et le faire justement dans des conditions correctes, à la fois pour les professionnels, pour les personnes en situation de handicap, et puis les employeurs, qui sont quand même la clé de l'histoire, puisque voilà, il faut aussi avoir des employeurs en fait pour qui ça se passe bien, puisque juste pour l'anecdote, on a parfois des employeurs qui nous disent bah ça s'est pas bien passé pour un apprenti, donc je ne ferai plus d'apprentissage. Voilà. Donc l'idée, l'enjeu pour nous, c'est de montrer que c'est possible et qu'il n'y a pas forcément derrière le handicap des problèmes, mais surtout des solutions. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier Audrey et Florence. Hein, c'est pas un exercice facile. Je tiens à remercier les participants, voilà pour la qualité aussi des questions qui ont été posées, qui vont nous permettre d'enrichir effectivement notre réflexion sur parfois les réponses qu'on produit. Vous avez sur le site du Handipact en fait aussi d'autres webinaires. Donc, on a évoqué les maladies invalidantes. On a fait un webinaire récemment qui est visible sur les maladies invalidantes, plutôt sur le champ en fait, par contre, du maintien dans l'emploi, mais ça peut tout à fait faire écho à ce qui a été évoqué. Et puis, on a fait aussi un webinaire à destination des employeurs sur l'apprentissage, où on a effectivement abordé ces aspects-là, et à la fois de problématiques de compensation et surtout de bonne articulation entre les acteurs. Voilà. C'est bon. Et nous réfléchissons en fait donc voilà sur une thématique en santé vis-à-vis de justement des jeunes en situation de handicap, en situation de formation en apprentissage. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis voilà, bon appétit, c'est l'heure. Et puis à une prochaine fois, j'espère. En tout cas, nous restons à votre disposition, la GFIP et le FIP, pour pouvoir répondre effectivement à toutes les problématiques que vous rencontrez. C'est notre rôle. Et en retour, eh bien, j'espère qu'effectivement, voilà, vous pourrez effectivement diffuser aussi le fait qu'il y a des informations et du matériel et des ressources qui sont mis à disposition. N'hésitez pas à transmettre aussi cette information-là à vos collègues dans votre réseau. Voilà. Merci infiniment, je vous dis au revoir, à très bientôt, et puis bon week-end.